Bonjour, bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef du site, et je suis aux côtés de Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Hélène. Le patron du Forum de Davos qui démissionne, Hillary et Bill Clinton auditionnés par la Chambre des représentants américaine, Andrew Mountbatten-Windsor arrêté quelques heures par la police britannique, les conséquences de l'affaire Epstein se poursuivent par vagues. La publication début février de 3,5 millions de documents issus des archives de l'ex-financier retrouvé mort en prison en 2019 permettent de lever le voile sur une partie de ses activités et de son réseau. Entre les violences sexuelles, le copinage, les arrangements financiers et autres services, il est encore difficile de démêler les implications de chacun. Mais une chose est sûre, tout cela donne l'impression d'une élite au-dessus de la morale et surtout au-dessus des lois, qui évolue dans un monde bien différent du nôtre. Alors Alain, Jean-Marie, cette affaire va tout à fait dans le sens de la crise de la légitimité des élites occidentales, crise qui n'avait guère besoin d'être nourrie parce qu'elle était déjà bien présente, mais l'affaire Epstein semble la renforcer, lui donner raison, en être presque l'illustration parfaite. D'une certaine manière, oui. L'affaire Epstein est une sorte de copie conforme d'un certain complotisme, conspirationnisme, thèse sur le fait que l'état profond dirige nos vies, en fait, sans que nous le sachions, etc. Alors là, il faut quand même dire 2 ou 3 choses sur l'émergence de l'affaire Epstein dans la vie publique américaine et européenne. Qu'est-ce qui se passe? Pendant la campagne électorale, Donald Trump, pendant cette dernière campagne électorale, Donald Trump joue avec une véritable théorie conspirationniste, c'est celle de la secte Qanon, ou QAnon, on ne sait pas trop comment on prononce ça, Hélène, nous autres, et qui dit qu'au fond, le Parti démocrate, c'est une cache, en fait, masque, une gigantesque organisation clandestine, organisant la pédophilie dans le monde. C'est pas simplement aux États-Unis, mais c'est dans le monde. Ces théories sont assez largement partagées dans le noyau dur de l'électorat de Donald Trump, ce qu'on appelle la mouvance MAGA, et par Donald Trump lui-même sur son réseau Truth Social, et par certains des élus du Parti républicain à la Chambre, etc. Et donc, au fond, Trump va jouer sur les 2 tableaux. Il va laisser entendre qu'il y a une part de vérité dans cette histoire de la secte Qanon, on va l'appeler ici Qanon entre nous, et l'affaire Epstein. Et pendant la campagne électorale, il dit, vous savez, moi, quand je serai président, je vais jouer la transparence à fond, parce que moi, j'appartiens pas aux élites, et on va donner le dossier du FBI qui comporte 6 millions de pièces accumulées par le FBI depuis le début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au suicide en 2019 de Epstein dans une prison new-yorkaise. Un suicide entre guillemets, on peut avoir des doutes aussi sur cette question-là. Eh bien, je vais tout rendre public. Et puis, il est élu président, et là, il commence à hésiter. Mais il a été doublé, au fond, par une de ses avocates, procureure de son métier, mais qui a été aussi la grande lobbyiste du Qatar à Washington, Pam Bondi, de Floride, qu'il nomme ministère de la Justice. Et Pam Bondi surenchérit sur la propagande électorale, ce dont s'est servi la rhétorique électorale de Donald Trump, et dit « Mais oui, vous savez, le président a promis la transparence, mais on aura la transparence. J'ai sur mon bureau une liste de tous les gens qui ont participé au réseau de recrutement de jeunes filles de 14 à 18 ans d'Epstein. Et cette liste, on va la publier, bien sûr. Trump est élu, elle est nommée ensuite, et là, ils hésitent. Et même, ils donnent le sentiment de ne pas vouloir publier le dossier de l'enquête du FBI et de la justice. Et elle dit « Ah non, mais je me suis trompé, il n'y a pas de liste. » Ah bon, il n'y a plus de liste. Tout d'un coup, il n'y a plus de liste. Pendant la campagne électorale, il y avait une liste, mais maintenant, il n'y a plus de liste sur votre bureau. Et Trump hésite. Mais le mouvement MAGA est tellement furieux de voir que Trump ne tient pas ses promesses qu'une partie des élus républicains à la Chambre, on oublie toujours ça, il y a quelques semaines, quelques mois, vote une loi obligeant le ministère de la Justice à rendre public
le dossier. Alors, ce qu'on appelle le dossier, c'est des comptes rendus d'entretien et essentiellement aussi des emails. Alors, 2 lignes d'emails, ça fait une pièce au dossier. Bon, il y en a 6 millions en tout. Le ministère de la Justice en a publié déjà 3,5 millions. Alors, la presse est autorisée à aller dans une salle, elle consulte sur ordinateur, elle cherche par mots-clés, elle cherche par nom, bien entendu, voir les associations et tout. Et donc, dans tous les noms qui sortent, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas participé à des activités pédocriminelles ou de ce type, ou à de violences sexuelles, etc. Mais enfin, on a une liste des élites, en moins new-yorkaises, et de la politique. Les élites de la grande pomme, de la culture, du business, etc. D'où ce sentiment que les élites que vous pointiez au début, Hélène, que les élites, au fond, ont été complices, solidaires entre elles, et que la justice n'a pas été rendue comme elle aurait dû l'être, et qu'il y a un système... Voilà. C'est de là que se greffe, au fond, cette idée de l'État profond, avec une sorte de mécanique, de protection entre eux. Jean-Marie Colombani. Oui, mais on touche là à la révélation, au fond, d'un phénomène qui est souvent analysé par les sociologues, mais qui se transforme aussi pour nourrir le populisme, en fait, parce que c'est en effet une mise en cause des élites. Mais sauf que les élites, ce qu'elles montrent, ce qu'elles ont montré là, c'est une grande capacité à se croire au-dessus des lois, en fait. Une grande capacité à penser qu'il y a un univers pour le commun des mortels, et puis il y a leur univers à eux, qui est fait de diverses complicités, d'échanges de services, ainsi de suite. Et là, ça va jusque de la pédocriminalité, ce qui évidemment change de nature, même si le fait d'être cité ne vaut pas participation à ces réseaux. Le fait d'être cité fait que on l'a peut-être rencontré ici, déjeuné là, ou simplement eu des conversations financières, parce que le métier, au fond, d'Epstein, c'était d'aider les grandes fortunes à gérer leurs très grandes fortunes et à accroître cette fortune. L'aspect pédocriminel, c'est autre chose. Mais c'est en même temps le cœur de ce qui fait l'affaire, parce que, d'une certaine façon, Trump est mêlé à cela dès le départ. Et va l'être davantage encore à mesure que d'autres pièces vont surgir, dont on explique qu'elles sont le résultat d'entretiens faits par le FBI, et que ces entretiens montrent qu'il y a au moins des plaignantes, ou au moins une plaignante qui, à l'âge de 14 ou 15 ans, se plaint d'avoir été violentée par Epstein et par Donald Trump. Donc peut-être que quand on en arrivera là, l'affaire prendra un autre tour politique aux États-Unis, alors que jusqu'à présent, l'onde de choc a permis au fond d'absorber et d'éviter que qu'on concentre l'attention sur Donald Trump. C'est très exactement ce qu'a souhaité Hillary Clinton quand elle a été auditionnée par la commission ad hoc de la Chambre des représentants, en disant « mais vous m'interrogez, c'est très bien, mais vous devriez aussi interroger la personnage principal de cette affaire, c'est-à-dire Donald Trump lui-même, et le convoquer de la même façon que vous m'avez convoqué vous-même. » Donc, quand on en sera là, je pense que, évidemment, l'affaire prendra une toute autre tournure. Mais ce que ça met à jour, c'est quand même ça. C'est le fait qu'il y a une partie des élites, non pas les élites en général, mais une partie des élites en question, qui fonctionnent au fond en circuit fermé, se cooptent les uns les autres, et se cooptent pourquoi ? Pour pouvoir bénéficier de privilèges dont ils revendiquent et dont ils obtiennent le monopole, au fond. Les privilèges pour nous-mêmes, et puis pour les autres, l'application de la loi. Pour eux, c'est une loi avec laquelle on peut s'arranger, avec laquelle on peut passer des accords ou des compromis. Et ça, c'est redoutable. Est-ce que ça provoquera une vague supplémentaire de populisme aux États-Unis? Pas nécessairement, puisque, comme l'évoquait Alain tout à l'heure, les MAGA se retournent plutôt contre Trump. Donc, ils se retournent plutôt contre le fait qu'on continue à vouloir cacher des choses, qu'on continue à vouloir épargner tel ou tel, et notamment peut-être épargner Trump lui-même. Donc, la colère des MAGA, au fond, protège contre une nouvelle vague éventuelle de populisme. Donc, en revanche, en Europe, c'est différent. En Europe, ça peut atteindre évidemment la monarchie britannique elle-même, la monarchie norvégienne, tel ou tel secteur de l'opinion en France ou ailleurs. Donc, voilà à peu près où nous en sommes. Mais pour Trump, il me semble que le pire est à venir. C'est-à-dire que l'affaire est peut-être en train de se recentrer sur ce sur quoi elle a démarré, c'est-à-dire le soupçon que Donald Trump était mêlé ou a participé à des fêtes ou des orgies, etc., organisées par Epstein avec des jeunes filles mineures. Voilà, c'est de la grande criminalité d'une certaine façon.
Oui, parce qu'il faut préciser qu'il y a plusieurs passages et plusieurs noms qui restent caviardés dans les documents qui ont été mis en ligne. Et comme vous le soulignez, Alain, qu'une partie des documents n'a pas encore été mise en ligne. Donc tout ça prête le flanc encore à la spéculation. Et il y a bon nombre d'influenceurs de la droite conservatrice américaine, donc des youtubeurs, des podcasteurs, qui accusent Trump d'un manque de transparence, de trop bien s'en sortir dans cette affaire. Et ce que Trump a essayé de présenter comme une opération de transparence, même s'il y a été contraint et forcé, on l'a bien compris, est peut-être finalement plutôt une instrumentalisation politique dans un contexte hyper polarisé aux États-Unis, en année d'élections midterms. Et donc tout ça se mélange aussi au contexte politique intérieur. Oui, puis il y a aussi le fait que Trump maîtrise parfaitement les choses. Parce que si on se replonge dans les années Clinton, où Bill Clinton est accusé, à juste titre, d'avoir eu une relation avec une stagiaire de la Maison-Blanche, qui était une stagiaire majeure et qui était consentante, mais néanmoins, Bill Clinton avait nié dans un premier temps avoir eu une relation avec elle. Ça lui vaut aussitôt une procédure d'impeachment, sans attendre. Là, il ne se passe rien sur le plan judiciaire qui puisse gêner Donald Trump, alors même qu'on sait, on devine, et je pense que la suite des choses l'établira davantage encore, qu'il est quand même au cœur de cette affaire. Donc il y a, pour le coup, ça c'est quelque chose qui est aussi valable au niveau de certaines élites, deux poids, deux mesures. En tout cas, Trump lui-même, en peuplant la justice, le ministère de la Justice, le FBI et d'autres institutions de gens qui lui sont acquis et qui lui sont totalement dévoués, a établi des barrières protectrices qui, pour le moment, sont quand même très efficaces. Oui, je reviens sur ce que vous disiez aussi, Alain, quand vous évoquiez tout à l'heure Pam Bondi, la ministre de la Justice. Elle, devant le Congrès, elle a refusé de regarder les victimes présumées de Jeffrey Epstein, de les regarder. Elle leur a tourné le dos, elle a nié l'existence d'une liste de complices. Elle est quand même ministre de la Justice, elle est censée protéger les citoyens américains, a fortiori les victimes. Et les ministres de la Justice, ils ont demandé plusieurs fois les familles ou les victimes elles-mêmes, seules, à être reçues au ministère de la Justice. Elles n'ont jamais été reçues au ministère de la Justice. Et vous remarquerez aussi qu'à la différence de ce qui se passe en Europe, personne n'est poursuivi au titre d'une éventuelle complicité ou complaisance à l'égard d'Epstein aux États-Unis. Personne. Et donc, on voit que Donald Trump a essayé d'utiliser cette affaire contre les démocrates, et pensant, je ne sais pas ce qu'il pensait, mais imaginant sans doute que c'était un bon argument. Or, qu'est-ce qui se passe? Oui, Bill Clinton, il y a des photos. Oui, le nom de Bill Clinton est souvent prononcé. Oui, Bill Clinton a pris 26 fois l'avion du financier pour aller en Afrique, pour lancer sa fondation en Afrique, lorsqu'il n'était plus président. Oui, des vedettes, un grand économiste que j'ai apprécié beaucoup aux États-Unis, puisqu'il nous faisait des briefings sur le budget, professeur à Harvard, Larry Summers, lui aussi, on trouve des mails qui relèvent de la complicité, de l'amitié et des mails les plus douteux avec Epstein. Sauf que de l'autre côté, on en trouve autant. Steve Bannon, le grand inspirateur, une sorte de gourou du mouvement MAGA, lui, un proche d'Epstein, des heures et des heures d'enregistrement avec Epstein, un compagnonnage, une amitié avec Epstein. Le ministre du Commerce, Ludwig, banquier, qui était le voisin de Epstein à New York. Et lui qui dit, mais comme Trump, il dit « mais moi je connaissais Epstein et je le voyais de temps en temps, d'abord c'était mon voisin, mais dès qu'il a été condamné en 2009 à 13 mois, à 2 ans de prison, mais il a fait 13 mois en rentrant dormir chez lui dans sa propriété de Floride tous les soirs, dès qu'il a été condamné, j'ai arrêté tout. Ah ben non, manque de peau, les emails qui sortent montrent que Ludwig et toute sa famille, ses enfants, la nanny, etc., allaient déjeuner dans une des îles du grand financier, donc mensonge. Voilà. Et Trump a la même défense. Trump dit « j'étais très proche de Epstein ». Et Epstein dit « mais Trump était un ami proche ». Et les proches de Epstein disent « oui, son grand ami, c'était Donald Trump ». Et Donald Trump dit « c'était vrai ». Mais lorsque, en 2005-2006, j'ai compris qu'il commençait à circuler des rumeurs sur une enquête du FBI et de la justice sur tout l'aspect recruter des jeunes filles, pas des jeunes femmes, des jeunes filles, pour des massages et des soirées dans une de ses propriétés, à ce moment-là, j'ai tout arrêté. Sauf que, comme le disait Jean-Marie, les emails vont sortir, ce qui a été caviardé va être rendu public aussi, ça finira comme ça.
Alors le caviardage, on dit, mais il y a les noms sont caviardés. C'est un peu normal, parce que le ministère de la Justice, ils ont dû recruter des avocats et des juristes, parce que le travail était énorme, à dépouiller le dossier. Et en principe, ils avaient dit, on va caviarder les noms des victimes ou de leurs familles. Non, ils en ont laissé passer. On va caviarder tel ou tel nom. Non, ils en ont laissé passer aussi. Il y a eu des erreurs, et la loi, c'est le Congrès. Ça va sortir. Et ça va pourrir le reste du mandat de Donald Trump, assurément. Et c'est tous les jours dans les journaux. Et pourquoi est-ce que Donald Trump est descendu au-dessous de 40% de taux de popularité dans les sondages que vous évoquiez en année électorale, à quelques mois du scrutin de novembre, où on renouvellera l'ensemble de la Chambre des représentants? Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a ce fond de l'air qui est que, au fond, Trump a voulu jouer contre les élites et tout montre qu'il fait partie des élites. Et sa réticence même à rendre public l'ensemble du dossier, il reste encore 3 millions de pièces, mais elles vont être rendues publiques, montre qu'il laisse entendre, quoi qu'il fasse maintenant, il laisse entendre qu'il a quelque chose à cacher. Vrai ou faux, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il a laissé ça s'installer. Et je pense que si une partie de son électorat commence à s'effriter et à lui manquer, c'est aussi à cause de cela. Parce que par ailleurs, la situation économique est plutôt bonne. Enfin, en tout cas, les grands indicateurs sont plutôt bons, même si les gens ne le perçoivent pas comme ça, mais ils sont plutôt bons. Ils nous rendraient jaloux, nous, en Europe. Donc voilà, je pense que cette affaire Epstein, elle est aussi là. Elle va gangréner la vie publique dans un sens, comme vous l'expliquiez, nourrissant aussi le populisme, mais aussi, c'est vrai, elle va démolir une partie de l'électorat de celui qui s'est fait élire en jouant sur le populisme. Donc ça va marcher dans les deux sens, si vous voulez. Et puis voilà, c'est là, c'est pas fini, ça continuera. La semaine prochaine, c'est Bill Clinton qui va témoigner. Alors lui, il a pris l'avion d'Epstein, parce que c'était ça le système Epstein. On pourra revenir peut-être sur la manière dont il a fait fortune et comment il utilise sa fortune pour tisser un réseau d'amitié dans la politique, dans la culture et au sens le plus large, même au niveau des universités, etc. Il est au conseil d'administration, des fondations, de ceci, de cela. Et quand on lui demande un service, il le rend. En fait, il entretient un gigantesque carnet d'adresses dont il se sert, et peut-être dans l'idée d'avoir comme ça, de bénéficier d'une couverture dans des amitiés ou des relations les plus diverses. Oui, une tribune de sociologues parue dans Le Monde cette semaine parle très précisément de système de Ponzi total, de s'enrichir avec l'argent des uns, de profiter du carnet d'adresses des autres, de faire commerce à droite à gauche et comme ça de s'étendre, d'être une espèce de Christophe Rocancourt qui gravit la hiérarchie sociale tout en s'enrichissant au passage et en s'appuyant les uns sur les autres. Enfin, je trouvais que cette image de pyramide de Ponzi était très bien trouvée. Jean-Marie Colombani ? L'apparition des réseaux ne date pas de Trump et de tout ce qui est autour, évidemment, mais c'est l'art et la manière de s'inclure et de se faire adouber dans un réseau est évidemment une des clés. Et c'est aussi une des clés de la protestation qui donne le vote populiste, ainsi de suite. Et donc là, on est dans une sorte de leçon de choses, quoi. Je veux dire, ces réseaux sont en même temps... Il y a une version trash, celle dont nous parlons, et puis il y a une version plus snob de gens qui se cooptent de façon encore plus sélective pour être sûrs d'être les seuls à bénéficier de ceci ou de cela. Et ça existe aussi. Ça existe pas seulement aux États-Unis, ça existe en France, ça existe dans tous nos pays. Et donc il y a aussi cet aspect des choses qui est que, alors en France, les réseaux se constituent plutôt à partir des grandes écoles, aux États-Unis à partir d'un certain nombre d'universités aussi. Mais ensuite, ça peut prendre une mauvaise direction. C'est le cas avec Epstein évidemment, où ça peut prendre une direction plus noble. Et alors à ce moment-là, on voit, par exemple, quand un nouveau président s'installe aux États-Unis, on regarde un peu le pédigré des gens qui les entourent et on veille à ce que telle université, tel autre, tel institut, tel autre soit bien représenté parce qu'on sait que là, on touche à la qualité essentielle des élites en question. Avec Trump, c'est autre chose. La sélection n'est pas orientée vers les meilleurs, elle est orientée vers la fidélité, le dévouement au chef. Donc, et c'est en ça que le système américain est peut-être en train de dériver gravement et de quitter les rives au fond d'une démocratie à peu près équilibrée quand même,
pour s'orienter vers une dérive autoritaire que l'on a connue dans d'autres régimes, notamment en Europe, mais qui peut-être aujourd'hui est une vraie menace pour les États-Unis. J'ai une dernière question. Est-ce que vous trouvez qu'en Europe, le fond de l'air est moins malsain ? Peut-être pas plus sain, mais moins malsain. Est-ce que cette affaire est mieux gérée de manière plus responsable ? Alors, il est beaucoup trop tôt pour savoir suite judiciaire s'il y aura ou pas, mais je pense par exemple à la démission de Jack Lang de l'Institut du monde arabe, au fait que l'ancien duc d'York a été assez rapidement quand même arrêté, interrogé par la police britannique. Est-ce que par rapport aux États-Unis, vous trouvez qu'on semble a priori, s'emparer des choses de manière plus responsable ? C'est-à-dire, contrairement aux États-Unis, le chef du FBI ou de l'équivalent en France ou dans d'autres pays n'est pas quelqu'un de totalement aberrant, il est nommé là pour sa fidélité à tel ou tel président. Ça paraît assez éclatant. Vous citiez l'exemple du prince, il y a aussi l'exemple de l'ancien ministre travailliste Peter Mandelson, qui est évidemment aussi un emblème du fait que, comme l'a souhaité le roi Charles, la justice passe et fait son chemin. Aux États-Unis, on a évoqué la ministre de la Justice qui est uniquement là pour, au fond, être en vigilance contre tout ce qui pourrait atteindre Trump. Le chef du FBI, n'en parlons pas. Quand des policiers du FBI vont chercher d'un peu trop près du côté de chez Trump, ils sont licenciés. Il n'y a rien de tel, je pense, pour le moment en tout cas, on n'a rien vu de tel dans nos pays. Alain, je vous laisse le mot de la fin. Oui, justement, le cas de Peter Mandelson est intéressant parce que il y a aussi une complicité. On se sert aussi des réseaux de Epstein pour constituer une société offshore, pour défendre tel ou tel industriel en Europe. En l'espèce, Mandelson était ministre de l'Industrie. Il se trouve qu'il y avait un projet de loi pour imposer plus fortement les banques ou les banquiers, enfin les marchés, si vous voulez, qui allaient toucher profondément la City, mais aussi Wall Street. Et Mandelson est intervenu, selon la correspondance qu'il échange avec Epstein, pour essayer de faire pression, pour demander à des Américains de faire pression sur des membres du gouvernement britannique ou sur des députés britanniques pour que cette loi ne passe pas. Donc Mandelson n'est pas accusé d'avoir participé à telle ou telle action pédocriminelle, a priori, mais en revanche, il est accusé de cela. De même que le prince Andrew, alors lui, il est accusé, ou soupçonné en tout cas, sur tout le spectre des services que pouvait rendre Epstein. À un moment, il est chargé, à titre gratuit, et compte tenu de ce qu'il est, de défendre le commerce extérieur britannique. Et c'est là qu'on le soupçonne, là encore, grâce à l'intermédiaire de Epstein, d'avoir détourné une partie de l'argent ou d'avoir fait payer ses services alors qu'il n'aurait pas dû les faire payer par tel ou tel industriel. Donc, vous voyez, l'affaire Epstein, comme ça, elle va couvrir tout un spectre de relations ou d'activités. Le président Trump a accusé, encore une fois, dans son discours sur l'état de l'Union, je crois, Bill Clinton, d'avoir été sur l'île 26 fois. D'après le FBI, tous les vols sont recensés aux États-Unis, les atterrissages, les décollages, etc. Il n'a jamais été sur l'île. Mais en revanche, il s'est servi de l'avion 26 fois, effectivement, non pas pour aller sur l'île, mais pour aller en Afrique. Ça, c'est vrai. Avec certains de ses collaborateurs, il a été en Afrique en prenant l'avion d'Epstein. Il n'aurait jamais dû accepter ça. Mais voilà le type de service que rendait Epstein et c'est tout ça qui remonte. C'est pas fini. C'est pas fini, on en reparlera certainement dans Le Monde devant soi. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Jean-Marie Colombani, merci Alain Frachon. Merci Hélène. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.